Ok. J'espère que tout le monde est revenu des toilettes. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Ok. Alors, juste avant, il y a une question. Quels sont les meilleurs moyens de se former à Delphi X5, mis à part l'excellent du jeudi? Merci pour la remarque. Certes, les ressources sont nombreuses, mais pas toujours facile de s'y retrouver entre les différents blogs, tutoriels. Quels conseils pour évoluer efficacement? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, comme vous l'avez dit, le du jeudi, c'est un bon départ déjà. Ce qui peut être intéressant également, c'est, je rappelle qu'il y a pas mal de démos qui sont fournies. Donc, quand vous allez dans Embarcadero Studio X5, exemple, ici, vous avez beaucoup de démos, notamment dans FireMonkey déjà. Donc, il y a beaucoup de choses de base. Vous avez une partie FireMonkey mobile et également Mobile Code Snippets, ce qui est intéressant avec pas mal de démos. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à regarder comment c'est fait. À chaque fois, c'est vraiment, en général, une démo, c'est une fonctionnalité, notamment sur la partie mobile. Donc c'est ce qui fait qu'il y en a pas mal. De la même manière, quand vous êtes ici dans votre RAD Studio, vous avez, je ne sais plus si c'est, c'est pas ça. Démarrer ici, voilà, c'est ça que je cherchais. Démarrer ici, donc ça c'est plus dédié à la partie mobile. Donc soit iOS, soit Android, d'accord. Vous cliquez sur Android ou vous cliquez sur iOS selon ce que vous souhaitez. Et vous allez retrouver des vidéos et des codes sources. En fait, les codes sources vont vous renvoyer vers les codes sources des démos. Mais à chaque fois, vous avez la vidéo et le code source qui correspond. Donc n'hésitez pas, voilà, si je fais un web browser, ben voilà, ouvrir le projet, regarder la vidéo en Delphi, en C++ Builder, et ainsi de suite. Donc il y en a pas mal qui sont faites, encore une fois. N'hésitez pas à aller voir. Si vous allez en bas ensuite dans Seymour Snippets, normalement, vous ouvrez une page avec plus de code. Ça c'est une deuxième chose. Je peux vous conseiller également, alors là par contre c'est si l'anglais n'est pas un problème pour vous. Je peux vous conseiller, ah ben voilà, il a repris là, plus de code, il a mis du temps pour y aller. Si l'anglais n'est pas un souci pour vous, je vous conseillerais d'aller voir s'il veut bien se lancer. Hop. CodeRage. Hop. On va prendre pour CodeRage 8, puisqu'on parlait de la X5. Hop. Donc là, vous aurez accès à toutes les vidéos de CodeRage. Il suffit juste de vous enregistrer une fois et ça vous redirigera vers les vidéos que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Par contre, c'est en anglais dans ce cas-là. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Il y a une personne qui pose la question, mais oui, une fois qu'on aura résolu le problème de serveur pour le site web, le dev du jeudi, il y aura les codes sources. Il y aura le code source des différents épisodes aussi que vous pourrez récupérer. Sinon, vous avez également, donc, dans ce qu'on a vu tout à l'heure,
si vous avez une X5, hop, studio. Et donc dans les promotions, en fait, hein, le livre codé en Delphi hein, de Nikodjis. Encore une fois, là par contre, on ne parle que du code. Hein, on ne parle pas du tout de FireMonkey, des composants, quoi que ce soit. On parle vraiment du côté Delphi pur code. D'accord. Il y a eu une question par rapport à ça, savoir s'il est prévu une version française du livre. Donc non, pas à ma connaissance. Hein, il n'est pas prévu qu'il soit traduit en français. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, je veux bien que ça soit fait. Voilà, donc déjà avec ces choses-là, ça va vous donner pas mal de choses pour pratiquer. Après, je suis d'accord par contre sur la remarque de la personne qui disait il y a beaucoup de ressources, mais il y en a, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout, des blogs, des tutos, ainsi de suite. Très bientôt, je vais vous proposer, il va y avoir une nouvelle chose en France hein, qu'on va mettre en place qui vous aidera justement là-dessus. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais il y a d'autres surprises et d'autres choses qui vont arriver. Voilà. Après le dev du jeudi et le design du vendredi, on va avoir d'autres choses et qui vous aidera justement à retrouver assez facilement les différents liens et autres. Voilà, je n'en dis pas plus, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Ok. Et n'oubliez pas le design du vendredi aussi, c'est aussi un bon moyen de départ pour tout ce qui est interface IHM justement, donc un bon moyen de voir les animations et autres, comment ça fait quoi. Voilà. Ok, on va revenir dans Delphi et on va commencer à parler de la 3D. Donc on va faire une nouvelle application mobile. Et en fait, on va voir une première chose, c'est que lorsqu'on crée une application mobile, on a possibilité de créer une application 3D. En fait, lorsque je fais fichier nouveau application mobile, alors c'est pas que pour mobile, hein, c'est la même chose si je fais fichier nouveau application de bureau, d'accord, j'ai le choix entre HD ou 3D, d'accord. Si je fais la même chose en mobile, j'ai le choix entre, voilà, toutes ces applications-là sont des applications 2D, et là, ici, j'ai une application 3D. D'accord. Alors ça va me permettre quoi? Quelle va être la différence en fait si on regarde, si je crée une application build traditionnelle. Ici j'ai bien une fenêtre, d'accord, qui est le même type de fenêtre que ce que j'avais l'habitude d'avoir dans Delphi, à savoir une T-forme. D'accord. Lorsque je fais une application mobile et que je prends application 3D, je regarde mon application, donc j'ai bien ma fenêtre hein, qui est ici, si ce n'est que quand je m'amuse à regarder dans le code, on va se rendre compte que j'ai une T-forme 3D. D'accord. Donc je ne suis plus sur une T-forme, je suis sur une T-forme 3D, et ça a un impact et ça a des conséquences, on va voir lesquelles, d'accord. Ça me permet de faire d'autres choses, mais du coup, ça permet, il y a certaines choses qu'on ne fait plus de la même manière, et ainsi de suite. Je vais aller enregistrer mon application. Donc je suis bien sur mon application, ici j'ai ma fenêtre, d'accord. Et si je veux faire comme j'ai l'habitude de faire dans mes applications standards, en fait, j'aurais tendance à me dire, ben, je prends, je sais pas, un radio button, d'accord. Et en fait, si je le pose sur ma fenêtre, je vais voir que je visualise rien. Tout simplement, encore une fois, parce que je suis sur une T-forme 3D, d'accord, qui au final héritera d'une T-forme, mais amène plein d'autres choses que non pas une T-forme. Et la principale chose, c'est que sur une T-forme 3D, je ne peux pas déposer des composants 2D, donc les composants classiques, un edit, un mémo, et ainsi de suite. D'accord. Je ne peux déposer que des choses 3D. Alors, on va voir après comment on pourrait mixer. On verra également que dans une application 2D, on peut incorporer de la 3D. C'est ce qu'a fait Pascal d'ailleurs dans son application Rubik's Cube. Et on va voir comment ça se passe tout ça.
Donc je l'ai dit, première chose, c'est qu'à partir du moment où je fais une application 3D, dans ma forme, dans une T-forme 3D, je ne vais pouvoir mettre que des formes 3D, des éléments 3D. Donc si je regarde dans ma palette de composants, en fait, je vais me rendre compte que j'ai une partie forme, ça je connaissais, c'était mes formes, mais encore une fois, c'est des formes 2D, d'accord? Et j'ai également une partie forme 3D. Et dans cette partie forme 3D, je vais retrouver toutes les formes classiques et traditionnelles, en fait, qui existent en 3D, en fait, les formes de base, en fait, d'accord, que je vais pouvoir déposer sur ma fenêtre. Donc, si je prends ici mon cube, par exemple, voilà, on voit que je peux déposer sur ma fenêtre un cube, d'accord. De la même manière, j'aurais pu déposer sur ma fenêtre une sphère. Par défaut, il me la met au milieu, c'est pour ça que je ne la voyais pas, d'accord. Et ainsi de suite. J'aurais pu, par défaut, déposer un cône. Je peux en déposer plusieurs, hein, bien entendu, hein, c'est pas possible. Juste que par défaut, il me met au milieu, voilà. Mais bien entendu que je peux déposer plusieurs formes. D'accord. Donc la principale différence par rapport à une forme classique, c'est que, encore une fois, sur une forme 3D, je ne peux mettre que des éléments 3D. Ensuite, on va se rendre compte... On va partir avec le cube, par exemple. On va se rendre compte que forcément je suis en 3D, donc je suis, pour ceux qui sont habitués à utiliser des logiciels de conception 3D et ainsi de suite, vont être habitués à ce genre d'environnement, je suis comme dans un environnement 3D en fait. Si je regarde mon cube, donc c'est un composant, au même titre qu'un edit, qu'un mémo, et ainsi de suite. Par contre, c'est un élément 3D, et de ce fait-là, je vais remarquer des choses qui sont particulières à la 3D. Si je m'amuse par exemple à regarder la propriété position, on va se rendre compte que j'ai un X, bien entendu, j'ai un Y, d'accord, mais j'ai également un Z, qui est mon troisième axe. Donc si je joue sur le X ici, d'accord, je me suis bien déplacé sur l'axe des X, d'accord, moins 5, ici je me déplace bien sur l'axe des X, d'accord. Alors attention du coup, parce qu'on se rend compte que voilà, le 0 c'est le milieu en fait, hein. D'accord. C'est pas le coin en haut à gauche, d'accord, c'est le centre. Je suis dans un environnement 3D, comme si j'avais mes axes, hein, et le centre, l'intersection de mes axes, c'est le point 0. De la même manière, on va se rendre compte que ma forme, elle a plus un width, c'est un height, hein, c'est la taille de mon téléphone, et j'ai une notion en fait j'ai une notion de largeur et de hauteur qui est différente, qui n'est pas le nombre de, qui n'a rien à voir avec le nombre de pixels de l'écran. D'accord. On va revenir dessus. Tout à l'heure, on mettra une grille pour essayer de un peu mieux comprendre ça. D'accord. Donc, on se rend bien compte que mon composant, voilà, sur sa position, je vais avoir trois axes. Donc, le X, le Y, on a dit, ben, là, cette fois, je vais sur l'axe des Y, d'accord. Et le Z, voilà, où cette fois, je pars en profondeur, en fait, hein, et donc je suis sur l'axe des Z. On voit bien ici que le cube se rapproche, hein, alors que si je mets là-bas, le cube part sur l'axe en profondeur, d'accord, qui est mon axe Z. D'accord, donc j'ai trois axes sur mon élément. En l'occurrence, si je regarde, on connaît sur les éléments FireMonkey la propriété Rotation Angle, qui permet de jouer sur l'angle de rotation de mes composants, mais ça existe également sur les objets 3D, si ce n'est que, encore une fois, j'ai trois axes. D'accord. Je peux tourner de 45 sur l'axe des X, de 45 sur l'axe des Y, ou de 45 autour de l'axe des Z. D'accord. En fait, tout ça, je vais également pouvoir le faire avec les poignées qu'on a ici, qui sont les poignées bleues, hein. En fait, si je regarde ici, je peux faire tourner mon cube ici. On voit bien que ça a un impact sur mon angle de rotation. D'accord. Je vais pouvoir le faire tourner comme ça. Je vais pouvoir le faire tourner comme ça. D'accord. Donc, je peux le faire tourner sur les trois différents axes
On voit bien ici que j'ai joué à la rotation sur les 3 différents axes. De la même manière, si on regarde, on mettra 0 là pour mieux comprendre. Ici, j'ai une poignée qui va me permettre d'agrandir donc en hauteur, en largeur, d'accord, et tourner un peu pour mieux voir, également en profondeur, d'accord. Et j'ai bien un cube en 3D. En fait, si on regarde, ce cube, il a tout simplement une propriété width, il a une propriété height, mais il a une propriété supplémentaire qui est la propriété depth, qui va correspondre à la profondeur. Hein. D'accord. Alors là, j'ai fait tourner mon cube, hein, c'est pour ça qu'on se... Mais sinon, on voit bien ici que la propriété depth, je joue bien sur la profondeur. De mon composant. D'accord? Donc ça, c'est important de bien se rendre compte et de bien visualiser, du coup, mes éléments qui sont en 3D. D'accord? Et donc avec 3 axes à chaque fois. Donc ça va être la même chose si je m'amuse à regarder la propriété scale. Je rappelle, la propriété scale, c'est l'échelle qui va me permettre de grossir un composant. Et encore une fois, de la même manière, j'ai 3 axes, X, Y et Z. D'accord? Si je grossis de 2 fois en X, ben, ça va grossir comme ça, en Y et en Z. Voilà. D'accord? Donc, la principale différence, ça va être le fait d'avoir cette notion de 3 axes au lieu de 2 quand je suis sur une application plus traditionnelle. Ok, donc ça, bien entendu, ça me donne un cube, et ça, bien entendu, on va le mettre en mode Windows. Hein. Je rappelle que même quand on est en développement mobile, on peut exécuter en mode Windows, ça permet de rester, de voir rapidement ce qu'on a sans avoir besoin de se connecter directement au mobile. Voilà, donc j'ai bien mon cube sur ma fenêtre qui apparaît. Maintenant, on se rend compte, par contre, lorsqu'on a posé notre cube, bon, il est rouge, hein, c'est la couleur de base, d'accord. Une des différences qui existait par rapport aux anciennes versions de FireMonkey, c'est que si on regardait sur chacune de ces formes, en fait, il y avait des propriétés couleurs, il y avait des propriétés texture, ainsi de suite. D'accord? Ça a complètement changé, en fait, puisqu'on a maintenant différents composants. On va en avoir 3. On va voir justement quelle est la différence entre les 3. Qui vont être Color Material Source, Texture Material Source et Light Material Source. On va voir à quoi ça va correspondre et qu'est-ce que ça permettrait de faire. Ok, si je regarde, par exemple, je prends un T-Color Material Source, d'accord. Je vais le poser, c'est un composant non visuel, d'accord. Il a tout simplement une propriété couleur. Donc c'est une couleur unie. On voit qu'elle est en rouge par défaut. Je peux prendre la couleur que je veux, d'accord. On pourra se mettre dans les bleus ici. Voilà, cette couleur-là. Alors je peux également, hein, ici j'ai une liste de couleurs hein, qui sont déjà prédéfinies. Ok, sinon je double-clique ici et je vais définir ici ma couleur. En n'oubliant pas que maintenant dans FireMonkey, on a également la notion de couche alpha, la transparence en fait sur ma couleur. D'accord. Donc je pourrais prendre une couleur, allez, celle-ci par exemple, voilà. Donc j'ai bien mon cube, j'ai mon Color Material Source. Alors on est sur une application 3D FireMonkey, contrairement aux applications 2D, hein, les composants non visuels, c'est le cas du Color Material Source, on ne les visualise pas à l'écran, même à la conception en fait. Hein. On les a, ils sont là, mais on ne les visualise pas à la conception. C'est lié notamment au fait qu'on est sur une forme 3D et que donc ce qui n'est pas 3D de toute manière n'apparaîtra pas. Donc ici, j'ai bien défini une couleur sur mon Color Material Source et ensuite sur mon cube, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller dans sa propriété Material Source et de pointer vers mon Color Material Source. Et automatiquement, j'ai bien mon cube qui prend la couleur que j'ai définie. Donc ça me permettrait d'avoir plusieurs formes
qui partagent la même couleur, hein, si je voulais avoir la même couleur. Si je prenais mon cône ici, que je le fais pointer vers mon color material source, automatiquement, lui prendrait la même couleur, bien entendu. Donc je peux avoir autant de color material source que je veux pour plusieurs composants. C'est ce dont parlait justement la remarque qu'avait fait Paul Todd tout à l'heure. La propriété matérielle, c'est un composant externe, donc qui peut être partagé entre différents composants. Mais je pourrais également, hein, si je veux, ici, prendre un autre color material source, lui attribuer une autre couleur à celui-ci, mettre de cette couleur-là, et dire que mon cône, lui, va pointer vers ce deuxième color material source. D'accord? Chacun ayant sa propre couleur. Ok, donc ça c'est la première des choses. Si je veux modifier une couleur pour une forme 3D, je peux utiliser le composant color material source. Maintenant, ce qui peut m'intéresser également, c'est d'utiliser, au lieu d'utiliser une couleur, c'est d'utiliser une texture, par exemple. Donc pour ça, j'ai un autre composant, qui est un composant texture material source, d'accord? Et si on regarde sur ce composant, en fait, lui, il a une propriété texture, tout simplement. Et je vais pouvoir aller chercher ici une texture, c'est une image, un BMP, un JPEG, un PNG, un GIF, un TIFF, c'est une image. Voilà, prenons ça par exemple. Okay. Et cette fois, sur mon cube, dans sa propriété matérielle source, au lieu d'aller pointer vers color matériel source, je vais aller pointer vers texture matériel source. Et automatiquement, on voit bien que mon cube, sur toutes les faces, il a bien appliqué la texture qui correspond. De la même manière, hein, ici sur le cône, je pourrais très bien dire, au lieu d'aller pointer vers color d'eau, color matériel source 2 va pointer vers texture matériel source. Et on voit bien que mon cône, d'accord, également en dessous, hein, a bien pris en compte la texture. D'accord, donc sur n'importe quelle forme que je vais prendre, je vais pouvoir de cette manière-là attribuer, j'ai un plan ici par exemple, d'accord, comme composant, et attribuer soit une couleur, une autre couleur, ou ici une texture. D'accord, donc j'ai le choix, couleur ou texture sur ces formes 3D. Mais j'ai également une troisième possibilité qui est intéressante, qui va me permettre d'utiliser des lumières en fait, et de pouvoir jouer avec des lumières. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? On va supprimer ça, hop. Hop, allez, on s'en fiche, ça, peu importe. Donc si on regarde dans la palette de composants, dans la rubrique matériaux, on a vu color matériel source, on a vu texture matériel source, on a également T-Light matériel source. T-Light matériel source, comment ça va se passer? Je vais supprimer ça, ok, on va supprimer ça, on va supprimer ça, ok. Light matériel source, dans mon cube, je vais lui dire, utilise Light matériel source. Par défaut, quand je fais que ça, je me rends compte en fait tout simplement que mon cube devient tout noir, tout simplement parce que je lui ai dit, ce cube-là, pour sa couleur et tout ça, il faut utiliser les lumières, mais je n'ai placé aucune lumière. En fait, si je m'amuse à regarder dans ma palette de composants, dans la partie scène, si je ne me trompe pas, hein, j'ai un composant qui est un composant T-Light. Si je prends ce composant, je le pose, alors pas sur le cube, sur la forme,
comment il se présente, ce composant, qui est là. Et on voit déjà que ça a eu un impact sur mon cube. On voit en fait que c'est une lumière, d'accord? Donc c'est un composant. Donc ça veut dire également que je vais pouvoir jouer sur ses propriétés. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer sur sa position, je vais pouvoir jouer sur son angle de rotation, ainsi de suite, d'accord? Et en fait, c'est une lumière, et forcément, en fonction de comment est ma lumière, si vous regardez bien sur le cube, alors j'espère que ça se voit bien via GoToWebinar, mais on voit bien que c'est une source lumineuse, en fait. Encore une fois, ceux qui sont habitués à faire la 3D connaissent ce genre de choses. C'est une source lumineuse et on voit bien que selon comment j'oriente ma source lumineuse, de la même manière que si je bougeais une lumière et que je regarde les ombres et tout ça, on voit bien que ça a un impact sur mon objet. D'accord? Sachant que cette lumière, elle a différents paramètres, alors je vais pouvoir jouer sur le type de lumière. J'ai différents types de lumière dans Light Type. J'ai une lumière directionnelle, comme je peux avoir là. J'ai un point lumineux, d'accord. Donc dans ce cas-là, c'est comme si j'avais un soleil, en fait. La lumière, elle part dans tous les sens, d'accord. Là, je suis en dessous, donc c'est pour ça que c'est... Ou je peux avoir comme si j'avais un spot. D'accord. Voilà, donc les effets ne sont pas les mêmes selon le type de lumière que je vais choisir. Donc, sur le spot, il y a des paramètres également, spot exponent, spot cutoff. Et bien entendu, si je reviens sur Light Material Source, je vais avoir possibilité de changer la couleur de cette lumière, en fait. Cela, par défaut, c'est une lumière blanche, en fait. Et rien ne m'empêche de dire que c'est une lumière couleur tomato, par exemple. D'accord? Et je vais pouvoir jouer sur les paramètres de la lumière, justement, ensuite, pour pouvoir mettre plus ou moins de lumière, d'une certaine couleur, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on a déjà pas mal de possibilités différentes. Soit je mets une couleur, soit je mets une texture, soit je peux jouer avec les lumières. D'accord? Donc 3 possibilités dans les matériaux. La couleur, la texture, Light Material Source pour jouer avec les lumières. Par contre, ne pas oublier, lorsque je prends un Light Material Source, de bien aller rajouter ma lumière, contrairement aux deux autres, où il n'y a pas besoin de lumière, c'est pas le but et le principe. De bien rajouter une lumière, parce que sinon, je me retrouve comme si c'était dans le noir, tout simplement parce que j'ai pas mis de lumière encore sur sein de mon application. Et donc on voit bien ici, on va essayer de la monter un petit peu. En jouant sur la lumière, on voit bien que ça donne un effet du coup. Et du coup, comme on le fait dans FireMonkey, je pourrais très bien jouer avec ça, pas que sur la lumière, mais également sur la forme. Il y a quelque chose que j'avais pris l'habitude, que je connais, qu'on a déjà vu dans FireMonkey, la notion d'animation, d'accord? Je peux faire des animations sur des composants, mais ça existe toujours. Et je pourrais très bien prendre, par exemple, un float animation. Je pourrais donc dire sur le cube, allez, disons sur le cube, par exemple, pour le moment, on va lui dire sur rotation angle.y, d'aller de 0, d'aller à 360. On va lui dire de faire ça en durée de 2 secondes, et on va faire un loop pour qu'il tourne, d'accord, sans s'arrêter. On va le mettre enable à true, et donc si j'exécute là déjà sur Windows, on voit bien que voilà, j'ai mon cube qui tourne. Je voulais le ralentir, je pourrais mettre 4. Donc l'animation, le float animation, il est en enable à true, mais rien n'empêche de dire, allez, je le lance que lorsque je vais cliquer. Le cube, comme n'importe quel composant, il a des événements, on clique, on mouse down, et ainsi de suite. Donc je pourrais très bien lui
Donc là, mon cube ne tourne pas. Si je clique dessus, il va se mettre à tourner. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que, alors j'aurais pu le faire en fait sur un trigger. Je ne sais plus si j'ai un... Je ne sais plus le isprest. On peut tester, tiens. Ou un isMouseOver par exemple. IsMouseOver est égal à true. Dès que la souris va être sur le cube, voilà, automatiquement, l'animation est déclenchée. Dès que je ressors, l'animation s'arrête. D'accord bon. On peut utiliser les triggers, on peut déclencher manuellement. Ça, c'est encore une fois, c'est la même chose que ce qui existait en 2D dans les applications classiques. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on a les mêmes principes, si ce n'est qu'on est en 3D. Ici, on fait de la 3D, mais le principe reste le même. Et ce qui est intéressant, c'est que notre lumière, c'est un composant également. D'accord? Donc ça veut dire que même la lumière, on peut s'amuser à l'animer. Par exemple, je pourrais lui dire ici... Allez, de 50. 50, alors c'était pas 50 au départ. 335. 250. 250 par exemple. Quelque chose que je ne comprends pas là. « 110, 300 par exemple. 110 à 320. Donc je pourrais très bien également sur ma lumière, parce que ma lumière c'est un composant également, d'accord? Donc je pourrais très bien sur ma lumière également mettre un float animation. Lui dire tu vas animer rotation angle.y. On a dit qu'on partait de 210 et qu'on allait à 320, d'accord? On va faire un loop et on va faire un auto-reverse. Quand il arrive à la fin, il repartira dans l'autre sens, ainsi de suite. Ok, et ici, quand on clique, alors attention également, quand on est en 3D, contrairement à la 2D, quand je double-clique sur un élément, par habitude j'ai tendance à le faire, mais je ne vais pas sur l'événement clic cette fois. Je sélectionne l'événement, mais je ne vais pas forcément sur l'événement clic. Animation 2. Start. Bon, donc là j'ai mon cube qui tourne. J'ai mis un peu trop rapide pour là. J'ai même pas mis de temps en fait. 3 secondes par exemple, ça y est un peu plus lentement quand même. Là non seulement j'ai mon cube qui tourne, mais en fait j'ai également ma lumière qui tourne. Et on voit que par moment il y a plus d'ombre, par moment il y en a moins. Donc je peux également jouer sur mes lumières pour donner des effets en fait qui vont être différents et qui vont pas donner la même chose et ainsi de suite. D'accord. Bien entendu, de la même manière que dans les applications 2D, si je m'amuse ici à prendre une autre forme 3D, par exemple, un cône, et que je mets le cône ayant comme parent le cube, d'accord. On voit bien ici que le cône, on va essayer de grossir ce cône.
5, 5, et le width 5. Ok, donc le cône, il est bien là. Son parent, c'est le cube. Donc, bien entendu, vu que le cône, comment ça s'appelle, a comme parent le cube, lorsque je vais exécuter, on va bien voir, je suis un peu décalé vers l'arrière, le cône. Automatiquement, le cône tourne avec le cube. Par contre, on peut remarquer au passage que si j'ai pas mis pardon, si j'ai pas mis le matériel source sur mon cône, il n'est pas impacté par la lumière parce qu'il pourrait avoir un matériel source couleur ou texture, d'accord. Et si je veux qu'il soit impacté par la lumière, il va falloir également que je le rattache au light matériel source, d'accord. Et là, on voit bien cette fois qu'il est impacté par la lumière. D'accord. Parce que dans un même écran, je pourrais avoir des formes qui vont avoir une couleur simplement, qui ne seront pas impactées par la lumière, du coup, ou une texture, et puis d'autres qui sont impactées par la lumière, ou pas. Voilà. Tout dépend de ce que je vais définir dans les propriétés. Au passage, on peut remarquer, quand on regarde le cône, d'accord, qu'il n'est pas tout à fait arrondi, en fait, il a un certain nombre de facettes, mais on voit bien que, du coup, le rond n'est pas parfait, quoi. Si je regarde, en fait, sur mon cône, je vais voir qu'à chaque fois, j'ai subdivision axe et subdivision cap qui vont me permettre, en fait, je vais trouver ça sur chacune des formes, si ce n'est que si on regarde sur un cube, ben, ça n'aura pas d'impact, en fait. Pareil. Par contre, si je m'amuse ici, on va essayer de tourner notre cube là pour essayer de voir. Voilà. Donc si je prends mon cône ici et que j'augmente le nombre de subdivisions dans les axes, par exemple si je mets 50, voilà, on voit que ça devient beaucoup plus détaillé. Alors au plus je mettrai de choses, au plus ça mettra quelque chose de plus lisse, mais par contre forcément ça aura un impact sur les performances et sur la vitesse à laquelle vont s'effectuer les choses. D'accord. Forcément, plus je veux quelque chose de fin, plus au niveau des performances, ça a un impact. Mais là, du coup, on voit bien que voilà, j'ai un cône qui est beaucoup plus lisse que le cône que je pouvais avoir tout à l'heure. D'accord. Donc, si je regarde, par exemple, si je prends une sphère, hein, je vais avoir la même chose. Je m'amuse à prendre une sphère ici. On va mettre en comparant le cône. Alors, je rappelle qu'il y a le design visible hein, qui peut permettre de masquer temporairement un composant pour pouvoir voir. Alors, c'est quelle est ma sphère? On va masquer le cube. Là, du coup, par contre, en 3D, il me masque les enfants aussi. D'accord. Donc, ça va pas le faire. Où est ma sphère? On va lui mettre 6. Et là, on voit bien également de la même manière qu'elle n'est pas complètement ronde. Et de la même manière, si je travaille sur subdivision axe, je rajoute 50, 80, 90. Voilà. Plus la forme sera fine parce qu'il y a plus. Voilà. D'accord. Donc tout dépend sur les formes. En l'occurrence, ici, je sais que selon les formes, il y a des maximums. Ici, c'est 50 a priori sur les sphères. D'accord, donc plus je vais vouloir quelque chose, je ne sais pas quel est le... Sur le cône, il n'y a pas trop l'air d'y avoir. En tout cas, sur la sphère, il y en a quoi 50. D'accord, donc si je veux quelque chose de plus fin au niveau dessin, il va falloir que j'augmente les subdivisions. Et encore une fois, ça aura un impact sur les perfs. On voit encore une fois que la sphère n'est pas impactée par le light. Et si j'ai mis un light, là par contre, je ne sais pas trop ce que ça va donner, notre relation, là, du coup, mais on voit bien que voilà, là, elle est bien impactée par la lumière directement.
Donc la notion de parent que j'avais dans Delphi plus classique et plus traditionnel, je la retrouve de la même manière ici, bien entendu. D'accord. Ok. Autre notion qui est importante, et on va terminer là-dessus pour ce matin. C'est la notion de caméra en fait. Si je m'amuse à regarder, alors je vais fermer ça, hop, je vais ouvrir notre application mobile 3D, donc je pareil. Donc alors je ne sais pas si vous a priori hein, quand on revient, je vais juste revenir. Je vais d'abord enregistrer ça. Hop. Alors, moi en l'occurrence, je ne sais pas ce que ça rend chez vous avec GoToWebinar, hein, mais en l'occurrence, je vous assure que la rotation est fluide, hein, il n'y a pas de lag ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est très possible, hein, comme c'est la vidéo est redirigée via GoToWebinar et ça, donc c'est possible que ça ne soit pas du tout fluide chez vous. Mais en l'occurrence, je peux vous assurer que là, la rotation est complètement fluide, il n'y a pas de problème. Donc l'autre chose, c'est la notion de visualisation de caméra. On a vu qu'on avait la notion de lumière, comme dans de points lumineux, en fait, hein, qu'on peut en mettre à différents endroits. Je vais également avoir la possibilité, parce que bien entendu, ici, j'ai mis qu'une seule lumière tout à l'heure, rien ne m'empêche de mettre plusieurs lumières. Hein. Je peux mettre plusieurs points lumineux à différents endroits, ça ne posera pas de problème. Puisque je rappelle que le light, il est lié à rien du tout, c'est juste le light material source qui va prendre en compte les lumières qui sont disponibles. En fait. Donc autre chose qui est important, c'est la notion de caméra de vision. En fait. On l'a vu ici, on l'a dit. Si je regarde ici, largeur de 4 par exemple. 4, voilà, par exemple, très bien. On va mettre une couleur. Matériel source, ok. Voilà. Et ici, on va dire ici le couleur matériel source. Ok. Donc en fait, ici, on voit bien que j'ai une vision à partir d'un certain point. D'accord. Ce qui ça se remarque d'ailleurs parce que si je monte mon composant, on voit bien en fait que mon composant est beaucoup plus plat, tout simplement parce que le point de vision est positionné à un certain endroit, au milieu en fait, hein, par défaut. Et donc forcément, plus je vais monter, plus je vais voir en dessous, et plus je descends, plus je vois au-dessus, parce que là, c'est comme si j'avais une caméra qui pointe au milieu, d'accord. Donc forcément, c'est pas tout plat en fait. Donc ça peut être changé de différentes manières. En fait, si je regarde sur les composants, j'ai la notion de projection. Par défaut, c'est caméra, ce qui veut dire qu'il y a une caméra par défaut, d'accord, qui est à peu près au milieu, d'accord. Mais j'ai également possibilité de prendre une projection par rapport à l'écran. Si je prends écran, automatiquement, on se rend compte que là, je suis vraiment pile au milieu, alors que la caméra, elle par défaut, elle n'est pas exactement au milieu, hein. Elle est légèrement surélevée par rapport au milieu. Automatiquement, donc j'ai une vision par rapport à l'écran, comme si c'était tout plat par rapport à mon écran, mais je suis bien, encore une fois, je suis quand même avec une forme 3D, hein, je vous rassure. Voilà, on voit bien ici, voilà, j'ai bien ma forme 3D. D'accord. La grosse différence là, c'est que
contrairement à tout à l'heure, si je prends une projection par rapport à l'écran, je vais cette fois, je ne serai plus avec le système de coordonnées qui commence à 1 et ainsi de suite, mais j'ai à avoir la vraie largeur de mon composant, 100, 200, 300, 400 et ainsi de suite. D'accord? Donc ça me permet d'avoir une vision de choses qui sont beaucoup plus plates en fait. Par contre, rien ne m'empêche, encore une fois, même quand je suis là, je mets un float animation de 0 à 360 pour animer rotation angle.y et sur 2 secondes avec un loop. Si je fais ça, d'accord, on va essayer de grossir un petit peu comme ça. Hein. Que j'exécute, pardon, hop. Je vais aller rajouter la plateforme Win 32, ce sera plus simple. Hop, si je mets pas l'animation comme ça, enable, ok. Voilà. J'ai bien mon cube qui tourne, enfin c'est plus un cube, hein, par la pipette, qui tourne, et j'ai une vision vraiment là au milieu de ma fenêtre, hein, contrairement à la caméra, encore une fois, qui est légèrement au-dessus. On voit bien la différence quand je ne fais ici, je ne change rien, à part passer en projection caméra. On voit bien déjà que la vision n'est plus du tout la même. La caméra, je l'ai dit, encore une fois, est légèrement au-dessus et pas pile au milieu, d'accord? Ok, donc c'est pas du tout la même chose. Et ça a un autre intérêt également, c'est que, alors, le mode screen, c'est bien justement pour les applications plus traditionnelles où je veux intégrer de la 3D, quoi, en fait, d'accord? Mais ce qui est intéressant en mode caméra, pardon, c'est que si on regarde dans la palette de composants, dans scène 3D, de la même manière que j'avais Light, je vais avoir caméra. Alors attention à ne pas confondre avec T-caméra componente, qui est le composant caméra du téléphone, d'accord, pour les photos et tout ça. Là, on parle de caméra. D'accord? T-caméra. Ça va me permettre, en fait, d'avoir une ou plusieurs caméras que je vais positionner et de décider d'avoir une visualisation par rapport à cette caméra. Donc, en gros, en fait, si on regarde, tout à l'heure, si je voulais tourner autour d'un composant, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise le mode normal et je fais tourner mon composant, d'accord, en jouant comme on l'a fait là sur Float Animation. Soit en fait je pourrais faire tourner également une caméra autour d'un composant. D'accord, les deux seraient possibles. Encore une fois, je peux avoir plusieurs caméras, passer d'une caméra à une autre. Donc comment ça va se passer ici? Si je lui dis, ok, ici je vais mettre ma caméra, pardon, je vais la mettre là, ok. Ma caméra elle est là. Si je lui dis ici, mon cube, il est en projection caméra. Donc là, il est en projection caméra. Par contre, je ne lui ai pas dit quelle caméra il faut l'utiliser. Et ça, c'est sur la forme. En fait, si je regarde sur la forme, j'ai une propriété caméra. Par défaut, quand j'ai posé ma première caméra, il s'est mis sur ma première caméra. Ce qui veut dire que, regardez ici la vision que j'ai. À la conception, j'ai une certaine vision, mais quand je vais exécuter mon application, il faut que je déplace un peu ma caméra. Imaginons que je la mette comme ça, par exemple. Si je la mets au milieu, ça ne va pas changer grand-chose. Oui, non, pardon, c'est moi qui ai oublié quelque chose. On va la laisser au milieu. Il ne faut pas oublier, à chaque fois je me fais avoir. Dans la forme, par défaut, il y a une propriété qui est Using Design Camera, qui est la caméra du design, celle qu'on a par défaut, en fait. Donc c'est à true. Si je laisse à true, il continue d'utiliser cette caméra. Je mets bien à false pour qu'il prenne en compte ma caméra. On voit bien ici que je n'ai pas du tout la même vision qu'à la conception. D'accord? On va arrêter le float animation, on s'en fiche de ça. D'accord? Je vais réduire ça. Je vais mettre 1. Et le 8. On va juste l'agrandir un peu comme ça, d'accord? Voilà. Ici, en fait, ça c'est ma vision par défaut, la conception, mais quand j'exécute, alors ma caméra doit être pas dans l'axe où je vois
plus difficile, c'est ça, c'est d'arriver à trouver. Voilà. Ici, je suis à une vision par rapport à ma caméra sur la gauche. Et rien ne m'empêche ici de dire, je vais prendre encore une fois un flotte animation, ma caméra, de la même manière que pour ma lumière, c'est un composant, donc je vais pouvoir animer ses propriétés. Donc ici, elle est en quoi? X moins 3. 1, 3. 1, X, 3, moins 3. Et on va lui dire d'ici d'aller de moins 3 à 3. On va déclencher ça sur le clic sur le cube. Flotte animation 1.start. Ok, donc ici j'ai la vision par rapport à ma caméra. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Si je ne mets pas quelle propriété mettre à jour, position.x, c'est mieux. Voilà. On voit bien ici que c'est pas ma forme qui se déplace cette fois, c'est ma caméra. Alors, on va reculer peut-être ma caméra pour avoir un peu plus. Moins 10. On est déjà au départ. Voilà, c'est un peu mieux déjà. On voit bien ici que voilà, la forme ne bouge pas, elle, mais cette fois, c'est la caméra qui bouge. Donc j'ai les deux possibilités en fait. Soit je vais avoir possibilité, alors on l'a vu, il y a le mode projection screen, hein, donc dans ce cas-là, c'est une caméra qui est en pile en plein milieu de l'écran, et voilà. Ou sinon, je reste en projection caméra, je fais juste attention après de décocher dans la forme Using Design Camera. Et automatiquement, après, comme ma caméra c'est un composant, rien ne m'empêche de bouger cette caméra. Donc là, moi je me suis juste déplacé comme ça, mais je pourrais très bien jouer sur les propriétés, faire tourner ma caméra autour de ma forme. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables encore. Ou alors je pourrais mettre une caméra ici, une caméra là-bas, une autre caméra, et passer d'une vue à une autre pour voir ma forme 3D sous différents angles. D'accord ? Donc il y a vraiment plein de choses qui sont faisables. On est dans un vrai environnement 3D. Si en plus de ça, on rajoute les lumières, hein, on l'a vu. Je pourrais aussi mettre la lumière, ben là ça va être le cas. Sa lumière, son parent c'est la caméra, donc du coup elle va se déplacer en même temps que... La lumière va se déplacer en même temps que mon cube, pas que mon cube, que ma caméra. On va juste changer light material source, on va pas prendre du blanc, on va prendre... Voilà. Voilà, du coup ça va pas donner grand chose puisque ma lumière va suivre la caméra, donc si ce n'est que je vais finir par avoir l'ombre là, voilà. Je peux faire plein d'effets comme ça et du coup jouer avec les lumières, jouer avec les caméras. Je suis dans un vrai environnement 3D, quoi. Ça permet d'aller très loin dans ce qu'on a la possibilité de faire. Ok, on va s'arrêter là pour le moment, on va continuer, on a encore pas mal de choses à voir. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hop. On ne peut pas choisir la texture sur chacune des faces. Donc je pense que la question c'était par rapport au cube. Donc. Alors en effet, hein, si je prends un cube, on le voit ici sur un cube, que je prends un texture matériel source, que mon cube JUD est pointé vers mon texture matériel source, et dans mon texture matériel source, je vais aller chercher une image. Et d'accord que la texture est prise sur chacune des faces, c'est la même, d'accord? Comme vous avez pu le remarquer. Si je voulais avoir une texture différente sur chaque face, en fait, il ne faudra pas que j'utilise un cube, tout simplement. Il faudra que je construise mon propre cube. C'est pas très compliqué, en fait, parce que tout simplement,
il faudrait que je mette... Alors, on viendra après là-dessus, justement, parce qu'on verra que c'est un peu ce qui a été utilisé pour le Rubik's Cube. Mais j'aurai un composant pour chaque face, en fait, et je vais former un cube, et après, j'aurai ce cube. Cet après-midi, on va voir ça, parce qu'on va utiliser les demi, je vais vous montrer ce que c'est. Et on fera ce genre de choses. Donc, on va revenir là-dessus cet après-midi. On va utiliser ça, les T-demi, et on positionnera les composants. À quand le dev d'appli Android sur X5 C++ Builder? Alors, je ne sais pas si ce sera X5, mais je n'ai pas de date précise pour la sortie de développement Android pour C++ Builder. Ce qui est pratiquement sûr, c'est qu'il y a des grandes chances qu'on l'ait cette année, en tout cas. Mais je n'ai pas de date exacte à vous donner, malheureusement. Comment mettre une texture et une lumière? Alors, c'est une bonne remarque. En fait, si on regarde dans les lumières, dans le Light Material Source, j'ai une propriété texture. D'accord. Donc, si je mets ici, par exemple, le cube, j'ai fait ça il y a très longtemps, d'ailleurs, on va tester. Light Material Source, d'accord. Et dans le Light Material Source ici, on va aller choisir. Voilà. D'accord, donc j'ai la notion de texture sur le Light Material Source, pas sur la lumière, hein, sur le Light Material Source. Peut-on faire des chanfreins arrondis sur les bords de l'objet ou points, lignes de contact avec d'autres objets? Alors, dans les formes, on a des formes avec des... dans les formes 3D. On a vu le cube, mais on a des round cubes. Enfin, pas des round cubes, on a un composant round cube, d'accord, qui est l'équivalent du cube, mais comme vous pouvez le voir, avec des coins arrondis. Et j'ai bien entendu des paramètres. Je pensais que j'avais des paramètres pour l'arrondi. Je me suis trompé, je confonds avec le 2D en fait. Donc je n'ai pas de paramètre par contre pour la valeur de l'arrondi. J'ai une forme arrondie. Après, il faut savoir qu'on a un composant, notamment un composant T-modèle en fait, qui permet d'importer n'importe quelle forme. On verra ça justement cet après-midi, on jettera un œil. Et on a également le T-mesh qui nous permettrait là de fabriquer notre propre forme directement. Peut-on faire des soustractions de forme, des circonvolutions? Non, pas particulièrement en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre de forme et dire je vais soustraire. Alors, si je veux additionner, bah, c'est pas très dur en fait, hein, parce que c'est ce qu'on a vu. Je mets un cube, je mets une sphère, d'accord. La sphère. La sphère, je mets que son parent, c'est le round cube. D'accord. Et donc j'ai bien une forme là du coup où j'ai pu additionner. Quand c'est que additionner, c'est pas un problème, il suffit de jouer avec les parents en fait. Par contre, si je veux faire des soustractions, ce genre de choses, j'ai pas de fonction comme ça pour pouvoir le faire. Comment avoir différentes couleurs par face ou texture? Ben, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous montrerai cet après-midi comment on le ferait. Peut-on utiliser des layouts en 3D afin de créer des ensembles de composants? Oui, tout à fait. Ce que je dis, on va utiliser des T-demi en fait, qui sont ici. Hop. Voilà. Et on verra qu'on peut créer justement différentes choses avec. Les lumières éclairent comment? C'est une lumière diffuse ou un projecteur? On a différents paramètres hein, donc dans la lumière. Si on regarde dans le composant T-Light, ce qu'on a dit, on a un light type qui nous permet de définir est-ce que c'est un point, c'est un spot ou est-ce qu'elle est directionnelle. Et après, on a certains paramètres selon ce qu'on a choisi, notamment le spot. On a des paramètres pour le spot. Voilà. Savoir l'élargissement du spot, ainsi de suite. Y a-t-il la gestion des ombres? Alors, il y a la gestion des ombres, mais sur les formes, en fait.
on voit bien que quand j'utilise un T-Light, on voit bien que selon comment est ma forme, il y a des endroits où elle est sur la forme, elle est plus à l'ombre. D'accord, plus éclairée, plus à l'ombre. Mais c'est sur la forme. Il n'y a pas l'ombre portée derrière de la forme qui va apparaître quelque part. En fait. Circonvolution. Répéter une forme 2D autour d'un axe pour construire un objet 3D de forme quelconque. Ça, on pourrait le faire avec le T-demi ou en jouant sur les parents, en fait, quoi. Mais après, encore une fois, il y a le T-mesh qui serait plus simple pour construire sa propre forme biscornue. Puis-je utiliser des transitions d'image sur les textures utilisées? Donc oui, bien sûr, sur un composant texture, si on regarde, texture matériel source, sa propriété texture, c'est un bitmap. Rien ne m'empêche d'aller dans les animations, ici, et d'utiliser un T-bitmap animation, d'accord, où je vais pouvoir mettre une liste de bitmaps et je vais pouvoir animer mes bitmaps. Donc ça, pas de problème. Pour soustraire, on ne pourrait pas mettre une propriété opaque. Non, ça ne marchera pas malheureusement pour la soustraction. Donc ça ne sera pas possible. Je sais que ça fait partie des choses, ce serait bien la soustraction, mais malheureusement, c'est pas faisable là comme ça. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Vous avez faim? Donc on va manger, et puis on va reprendre cet après-midi. D'accord? Ok. C'est l'heure de la pause repas. On se retrouve à 14 h. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Et à tout à l'heure. Bon appétit, mangez bien. Retour à 14 h. À tout à l'heure.